Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Tout ce qu'on fait pendant l'éducation nous forme tellement à vie qu'on peut casser pendant cette période. C'est clair. Et on peut construire pendant cette période. On peut gagner, on peut inculquer en quelqu'un de la confiance et on peut aussi enseigner la méfiance. Merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec mon invité aujourd'hui qui est à la fois une chercheuse, une stratège, une philosophe du lien humain. Vous allez sans doute la découvrir ou peut-être la redécouvrir pour ceux qui ont l'habitude de suivre évidemment ses écrits en l'occurrence et puis tout ce qu'elle a pu faire dans ses prestations scéniques et ses accompagnements. Et je suis très content de la recevoir. C'est une vraie fierté. Elle s'appelle Michaela Merck et elle est là sur les canapés. Bonjour Michaela. Bonjour Marc. Merci d'être là, ravi. Chercheuse, stratège, philosophe. Est-ce que ça vous convient? Conférencière avant tout. Et conférencière avant tout, bien entendu. C'est ce que je mettrais vraiment devant tout ça. D'accord. Mais vous êtes à la fois ce que j'ai dit? Absolument, parce qu'en fait, pour pouvoir transmettre et faire des conférences, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. De quoi on parle. Exactement. Et on va parler, bien entendu, du pouvoir de l'intelligence relationnelle qui est ici. C'est un très bel ouvrage qui vient de sortir aux éditions Duno. Et avec 30 règles d'or. On ne va pas donner les 30, mais je les ai ici, toutes. Et oui. C'est là où on peut se poser la question quand même, c'est de se dire si en 2025, est-ce qu'on peut parler d'intelligence relationnelle? J'ai le sentiment que plus on avance dans le temps, moins on y arrive. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre maintenant. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps? Il est urgent. Il est urgent. Voilà. J'ai commencé à faire de la recherche sur ce thème-là de l'intelligence relationnelle il y a une 15aine d'années à peu près. Sur lequel j'ai même écrit une thèse doctorale, après avoir été dans le monde de l'entreprise, observé quand même l'urgence déjà à l'époque de resserrer des liens. Mais aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où j'ai l'impression... quand on regarde dans nos familles, combien de divorces, combien de couples qui n'arrivent plus à tenir, plus de 50%, dans le monde entier, pas qu'en France, c'est une tendance globale qui se déchire. On regarde dans les entreprises, combien d'entreprises se plaignent, les collaborateurs y partent parce qu'ils ont des burn-out. Taux d'absentéisme important. Taux d'absentéisme important. J'arrive plus à recruter. Donc bref, j'arrive pas à maintenir mes employés là où j'aimerais bien les avoir pour performer. Et au-delà de ça, regardons ce qui se passe dans le monde, les guerres qui sont malheureusement très proches. C'est une catastrophe aujourd'hui, la situation géopolitique où les pays, les cultures, les hommes politiques, les partis n'arrivent plus à collaborer ensemble. Et donc... Vu ce contexte à tous les échelles, je me suis dit, OK, là, je sors enfin ces 30 règles d'or auxquelles je crois, qui sont pour moi au cœur de tout lien humain à tous les niveaux. Alors, c'était un voyage intense, profond, remuant aussi. À 3 minutes pour finir de la nettoyer. Et après, on vous allonge. Je savais, j'avais entendu parler de ces journées extraordinaires, mais rien ne vaut de le vivre dans son corps, dans sa présence. Rempli d'amour, d'une douceur, à la fois doux et puissant. Allez, let's go guys, on s'arrache, c'est parti, allez.
c'est pas que Fabien, il y a aussi son équipe. Et là, je tiens à le souligner, qui est aussi très très important. On sent une bienveillance, on sent vraiment une famille. Et ça, c'est top. Plus, en fait, il faut venir le vivre pour vraiment voir comment ça se passe. C'est énorme comme expérience, énorme. Alors certains vont dire que ces 30 règles d'or, elles sont valables quand on parle de leadership, donc de business, donc de conscience, et ce qui est vrai, bien entendu, mais c'est aussi adaptable dans la vie de tous les jours. Mais bien sûr, hein, bien sûr. D'ailleurs, vous avez utilisé un mot important, conscience. Oui. Parce que souvent, quand je parle relations humaines, c'est quelque chose qu'on fait de manière intuitive. Je rencontre quelqu'un, un ami ou un conjoint ou mon enfant ou des amis. Je fais de sorte à ce qu'on puisse s'entendre, mais tout ça, c'est complètement intuitif. Pour moi, ce qui est important, c'est que de cette intuition devienne une conscience. Parce que c'est que là qu'on peut actionner de manière beaucoup plus réfléchie et savoir, OK, ça détruit une relation. Ça crée une relation. Ça va me permettre à m'adapter à une autre personne qui n'est pas comme moi. Et c'est un enjeu qui est hyper compliqué, qui est probablement une des choses les plus compliquées à apprendre. Mais si on veut, on peut l'apprendre, on peut l'améliorer. Et c'est ce qu'on résume, Michaela, c'est ce qu'on résume en une phrase, et on dit souvent faire les choses en conscience. Oui. Je crois que c'est ça, la base de tout. On peut tout faire, tout envisager, tout penser, tout croire, tout vouloir. Ouais. Mais peut-être que l'idée de base, c'est de faire en conscience. De faire en conscience. D'ailleurs, ce que je décris dans mon livre, c'est à la base, l'intelligence relationnelle, c'est un talent qu'on a tous en nous. C'est inné. À différents niveaux d'intensité. Hein. Oui, c'est ce mais que on j'allais dire, on l'a en nous. Et a priori, on l'a reçu quand on était enfant. De la part de nos parents qui nous ont aimés, a priori, qui nous ont fait grandir. Mais dans ce monde aujourd'hui qui est extrêmement concurrentiel, où on est sous une pression parfois de dingue, sous une vitesse aussi qui nous est donnée par... voilà, maintenant, on prend des décisions vite, des livrables, etc., en entreprise comme à la maison. Ce talent inné, c'est de plus en plus endormi. Et donc là, il faut, à travers cette nouvelle conscience en intelligence relationnelle, réveiller tout ce qu'on avait déjà reçu, même dans le ventre de nos parents, pour ensuite lui donner une nouvelle ampleur quand on interagit avec des personnes dans ce monde qui n'est pas forcément toujours favorable à la création des relations humaines. Ce sont nos conditionnements qui ont fait que cette intelligence relationnelle s'est estompée, voire effacée. Alors, une condition, c'est malheureusement aussi les réseaux sociaux. Parce que elles sont tellement... c'est une telle influence sur aussi les jeunes. Maintenant, TikTok, avec une telle vitesse où les vidéos tombent dessus, on ouvre notre appareil, le téléphone mobile, une séquence après l'autre, qui fait de sorte à ce que les jeunes, aujourd'hui, ils ont une capacité à peu près de 8 secondes pour se concentrer, maximale. Et ça rend la capacité d'entamer des vraies relations durables plus compliquée. Et si on devait faire un parallèle avec l'avant réseaux sociaux, la capacité de réflexion, la capacité de réflexion, c'était combien avant les réseaux sociaux? Je ne peux pas dire en secondes, en tout cas c'était beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Et moi-même, je me suis rendu compte de ça quand j'anime aujourd'hui soit des conférences ou quand je forme, parce que dans ma vie, je suis aussi professeure dans des écoles, notamment écoles de commerce. Il y a 15 ans, quand j'enseignais,
aucun problème d'enseigner face à des jeunes pour qu'ils écoutent et soient l'attention. beaucoup plus patients Ouais. plus longtemps. Aujourd'hui, il faut faire un cours de manière tellement interactive, comme un film. Un coup, une vidéo, une interaction, une interpellation, un exemple. Parfois, ça m'arrive même de faire de la gymnastique acrobatique, parce que je suis ancienne gymnaste, juste pour les stimuler, pour les surprendre, tellement c'est important aujourd'hui pour casser un peu toute leur habitude de film après vidéo. Et voilà. Mais ça veut dire qu'au fil des générations, les neurosciences prouvent aujourd'hui que notre mindset change radicalement. Alors, notre mindset change, surtout notre capacité d'absorber, se concentrer, l'information a beaucoup changé, et aussi nos attentes et les habitudes. Et quelqu'un qui a l'habitude d'être tout le temps diverti, non-stop, il aura du mal en fait à prendre un peu du recul et se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe autour de moi ?» De prendre le temps, ne serait-ce que d'observer l'autre. Ça, il faut réapprendre. D'ailleurs, j'observe ça quand je demande à un jeune de faire une présentation. Et il parle tellement vite, ils absorbent beaucoup de mots qu'on a parfois du mal à suivre la logique. Donc ça part du coq à l'âne. Et ça, en numéro 1, vous mettez les réseaux. Alors en tout cas, c'est quelque chose qui a changé énormément pendant les dernières 10 années et qui, en tout cas, c'est ce que je constate, a accéléré la vitesse de la vie de chacun et une moindre capacité de créer des vraies relations durables. À la limite, ils se lassent très vite aussi. Mais c'est ce qu'on appelle la génération Kleenex. Oui. C'est-à-dire qu'on change très très vite, on zappe très très vite, on scrolle très très vite. C'est ça. Donc, et c'est antinomique à la relation. Parce qu'une relation, c'est quoi ? C'est je crée une connexion durable, idéalement, avec les autres. Je m'installe pour créer autre chose encore. Donc, voilà, c'est ça. C'est très intéressant et on va voir évidemment quelques règles du leadership gagnant et des équipes performantes. Alors là, on est dans l'univers évidemment de l'entrepreneuriat, mais tout ce qui est, et vous allez comprendre quand on parle d'empathie, quand on parle également d'écoute, d'agir, de clarifier, enfin toutes ces thématiques, toutes ces règles d'or que vous mettez. Tout se transpose à la vie de tous les jours de chacun. Évidemment. Alors je voudrais quand même juste, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Michaela, et Dieu sait que vous êtes pourtant très très présente, vous êtes née en Allemagne, vous êtes experte internationale dans cette thématique de l'intelligence relationnelle, vous parlez 5 langues. Bravo. Vous avez bien sûr eu des postes à responsabilité dans des grands groupes, et notamment des grands groupes de luxe. Et c'est vrai que votre approche et votre expertise allient en même temps les neurosciences, allient la psychologie positive et la science comportementale. Et il y a quelque chose que je trouve fascinant, c'est qu'on a le sentiment que ce n'est pas un chemin de croix, mais c'est quand même un combat que vous menez pour essayer de faire comprendre, pour essayer d'influencer quand même votre auditoire. Alors, c'est vrai qu'on peut uniquement faire des conférences si on y croit. J'y crois. Et j'ai l'impression avec chaque conférence que je donne, où je peux toucher parfois jusqu'à 2500 personnes à la fois, avant une conférence, quand les collaborateurs arrivent, je vois dans les traits de visage frustration, scepticisme, peur, ennui parfois aussi, doute. En tout cas, pas forcément quelque chose de très positif. Et après 1h15, à force de parler de manière très interactive sur le pouvoir de l'intelligence relationnelle, on peut créer en très peu de temps finalement un changement de l'attitude pour que les gens sortent avec de nouveau le sourire, de nouveau avec les yeux qui pétillent. Et parfois, ça m'arrive que quand on boit un cocktail après la conférence, que les barman ils me disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait avec eux ?» Ils ont changé. Ils ont changé. Donc on peut changer en très peu de temps. Mais il faut être prêt en fait à le faire venir sur soi. Et quand je disais, la raison pour laquelle j'évoquais un petit peu votre cursus, et notamment le fait que vous soyez né en Allemagne, est-ce que ce problème justement d'intelligence relationnelle est un problème franco-français ? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler sur le pouvoir de l'intelligence relationnelle, et ça, c'était encore dans le cadre d'une thèse doctorale. Donc, thèse doctorale, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire « moi, je pense que », même si je pense, mais il faut interroger énormément de personnes. Donc, je suis allée, selon mon maître de thèse,
sur la route. Ça veut dire que j'ai interviewé des centaines et des centaines de personnes, des dirigeants d'entreprise, leurs collaborateurs, des clients, sur comment est-ce que j'arrive à connecter avec l'autre. Je l'ai fait en France pour identifier les capacités clés de ce pouvoir de l'intelligence relationnelle. Après, elle m'a dit non, mais regarde aussi si en Allemagne, c'est la même chose. Regarde aussi si en Italie, en Suisse, en Autriche, c'est la même chose. Et après, il m'a dit, vérifie quand même si dans des cultures qui sont encore très différentes que les cultures européennes, c'est le cas aussi. Donc aux États-Unis, j'ai interviewé des personnes en Asie, au Moyen-Orient, pour identifier les capacités universelles qui, indépendamment de la culture, nous permettent de connecter les personnes les plus différentes. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Qui est dans le top 3 des difficultés d'intelligence relationnelle? Alors, je dirais, en termes de culture, Ouais. en termes de culture, ils ont tous des difficultés. Là, c'est différent, en fait. Il y a par contre, ce qu'on peut dire, des importances sur lesquelles les différentes cultures sont plus réceptives. Par exemple, aux États-Unis, on peut beaucoup plus facilement fasciner quelqu'un par la passion. Si on sent que quelqu'un est passionné, we'll like that, we'll embark you, enthusiasm. Donc en fait, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus inné que par exemple pour les Asiatiques qui sont beaucoup plus en retrait, où la confiance est fondamentale et beaucoup plus dans les cultures. On va dire en Europe. Et nous alors? En Europe, en France, je dirais l'empathie. Ok. On manque d'empathie ou on a... Non, c'est très important en fait. Okay. En fait, je pense que ça vient du fait qu'en Europe, on a beaucoup de cultures. On est un patchwork de plein de cultures différentes. Une histoire importante. Voilà, une histoire extrêmement importante. Ce qui est très beau, c'est, je pense, une des choses les plus belles en Europe. Et on a dû apprendre, même avec aujourd'hui difficulté, mais on a dû apprendre à travailler ensemble, à vivre ensemble. Et donc, ça nécessite de s'intéresser à l'autre. Aujourd'hui, il y a des institutions qui favorisent aussi des échanges entre écoles. Déjà tout jeune, moi, je suis venue en France, d'ailleurs, comme ça, à travers un programme Erasmus au début. Je ne parlais pas du tout français. J'arrivais avec mes 2 valises à la gare de l'Est et je me suis dit, comment est-ce que je vais me faire comprendre? Parce que je parlais anglais. Je parlais à l'époque aussi espagnol, italien, mais je ne parlais pas français. Incroyable. Donc, et là, j'ai compris très, très, très vite que si tu veux suivre en France, si tu veux te faire comprendre en France... Il vaut mieux parler français. Vaut mieux, voilà, aussi apprendre la langue, parce qu'à travers la langue, arrive après la compréhension de la culture. Et tout est lié avec. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas, en Europe, il n'y a pas trop de différence entre un Italien, un Allemand et un Français, pour le coup? Si. Il a des grosses différences. Il a des très grosses différences. Ne serait-ce qu'entre les Français et les Allemands, on rigole d'autres choses. On a une autre façon pour dire bonjour. Ça commence déjà avec ça. Si je rencontre quelqu'un, là, l'émission s'appelle Les Rencontres. Je rencontre un Allemand. Qu'est-ce que je fais? Je donne la main. Parfois, il y a des gens qui serrent très, très fort. Donc ça peut... Mais en tout cas, je ne fais pas des bises. Quand je suis arrivée ici... On ne fait pas la bise en Allemagne. Non. Quand je suis arrivée ici, on m'a fait une bise. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et au début, c'était très, très étrange. Ouais. Mais je me suis habituée à ça parce que je voyais que, des cultures différentes, il faut l'accepter. Et pourtant, la bise, dans cette symbolique de la bise... Ouais. En termes d'intelligence relationnelle, ça installe une intelligence relationnelle, la bise. Ça favorise une intelligence relationnelle. Bien sûr, c'est pour ça que plus qu'une poignée de main. Oui, absolument. C'est pour ça que je pense au premier abord, les Français sont peut-être un peu plus chaleureux, c'est un peu plus facile à rencontrer comme ça. Après, il y a la barrière de langue, ça c'est sûr. En Allemagne, il faut d'abord se faire quand même sa place. L'excellence joue un rôle très important en Allemagne. Tout ce qui est aussi fiabilité, la qualité quand même, c'est important pour que quelqu'un se dise « Ok, je perdure dans mes relations parce que je te fais confiance ». Donc, il ne faut pas décevoir. C'est très important. En France, on est beaucoup plus dans la création, beaucoup plus émotionnel, naturellement.
Et la confiance que vous évoquez, c'est aussi une des clés, des 30 dont vous parlez. Mais la première, c'est l'empathie. Alors, si vous dites qu'en France, évidemment, c'est l'empathie, on est les premiers, alors pour le coup, c'est la première clé, et vous dites que c'est ça le socle de toute intelligence relationnelle. Ouais. Je pense que sans l'empathie, sans cette volonté de regarder dans les pensées, dans les projets de l'autre, je ne peux pas continuer le voyage de rencontrer quelqu'un. Pour moi, c'est un voyage intérieur où, à travers cette gymnastique, ce pont, c'est pour moi cette passerelle face à l'autre, même dans sa différence, c'est elle qui crée après l'envie de l'autre de raconter. C'est là où j'ai mes problèmes, mes envies, mes souhaits, mes besoins. Et plus je donne le sentiment à l'autre, OK, je suis compris, je vais m'ouvrir, j'ai pas de barrière et je te raconte ma vie. D'ailleurs, c'est un des astuces aussi d'un vendeur. Hein. Un bon vendeur, il va être ça. Il va avoir beaucoup d'empathie face à quelqu'un qui est certainement différente. Et plus il s'intéresse à l'autre, plus il arrive aussi à changer dans le choix des mots, parfois beaucoup plus doux, parfois plus impulsif, parfois beaucoup plus réfléchi en fonction de l'autre. C'est comme ça que j'arrive après à me faire comprendre et accepter. Et vous dites que justement cette empathie, qui est le socle de toute intelligence relationnelle, commence par le tact et l'humilité. Ça, c'est fondamental pour être véritablement dans ce qu'on considère et ce qu'on appelle l'empathie. Alors, vous avez dit un mot très important, humilité. Humilité. Si je me mets au-dessus de l'autre dans une relation, ça ne va pas fonctionner. Même si on a une hiérarchie. En tout cas, si j'ai une hiérarchie, je peux être au-dessus de l'autre comme chef face à mes collaborateurs, mais je peux aussi leur faire comprendre qu'ils sont importants, je peux les valoriser, je peux être un chef humble et ne pas tous les jours leur montrer « OK, c'est moi le chef, c'est moi qui ai l'autorité, c'est moi qui, au contraire, donner l'encouragement aux autres de dire montrez vos talents ». Je vous laisse présenter, je vous laisse la parole. Pourtant, ils sont les chefs. Ça, pour moi, c'est un chef humble. Et d'ailleurs, ce sont ceux qui, en général, gardent leurs collaborateurs le plus longtemps possible. Je ne vous ai pas demandé, d'ailleurs, et vous n'allez pas me dire le contraire, j'imagine, mais est-ce que vous êtes, vous, à 100% dans l'intelligence relationnelle ? Pas toujours, hein. On est humain. Donc, un humain n'a pas toujours ces 30 règles d'or que vous préconisez. En tout cas, c'est... Respecter les 30 règles d'or, c'est extrêmement difficile. C'est sûr. Première étape, c'est déjà les connaître. Donc, c'est pour ça que dans le livre, j'ai intégré énormément d'exercices qui nous permettent de nous améliorer. Et de témoignages. Et de témoignages, et des illustrations, et aussi des explications scientifiques. Mais l'art, c'est de les entraîner comme un muscle, régulièrement. Presque dans chaque rencontre, je me dis, OK, là, il faudrait, qu'est-ce que je dois faire pour être plus dans la confiance ? Qu'est-ce que je dois faire pour être plus humble ? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre va s'ouvrir vers nous, pour qu'on puisse échanger ensemble ? Donc, c'est difficile. Et j'aime bien donner souvent l'exemple du sportif, d'un tennisman, par exemple, qui gagne Roland-Garros. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'entraîne tellement souvent sur son geste, sur son coup droit, sur son coup, sur son revers, qu'à un moment donné, ça devient un réflexe. Et idéalement, on arrive à ça, en fait. Je me suis entraînement avec cette conscience tellement souvent que ça devient un réflexe. Et après, je rencontre quelqu'un et en quelques secondes, dans cette première impression, je peux m'adapter pour que l'autre s'ouvre et que cette rencontre soit réussie. C'est ça l'intelligence. C'est ça. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. C'est vrai. Et c'est très furtif et ça se fait en une fraction de seconde. Hein. Ne serait-ce que serrer la main ou un regard ou une atmosphère et une ambiance, on sent tout de suite les choses. En fait, cette première impression dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est essentielle. Alors, c'est en général, dans une rencontre humaine, 30 secondes, pas plus. Ça commence quand j'arrive déjà dans la salle, où je pousse la porte, où je suis accueillie, par exemple, à la maison chez quelqu'un, un dîner. J'ouvre la porte. Première impression, qu'est-ce qu'on porte ? Qu'est-ce que vous portez ? On va se faire déjà intuitivement notre
film, entre guillemets, voilà, qui est cette personne? L'autre jour, j'étais invitée à un dîner, j'avais une veste, pas celle-là, une veste orange, et elle m'a dit « Ah, elle est super sympa, ah, génial !» Première impression. Ensuite, il y avait les sourires, évidemment. Si je suis à la porte et je tire la tronche, ou voilà, ça change complètement la donne. Si déjà je suis souriante, ça veut dire que j'ai envie de connecter avec cette personne-là parce qu'elle est de bonne humeur. Elle va être probablement, si elle est souriante, positive. On n'a pas envie de connecter avec quelqu'un qui est tout le temps dans le négatif, qui casse, qui critique. Non. Et d'ailleurs, c'est prouvé que un dirigeant, par exemple, qui est positif dans son attitude, il a une capacité de connecter beaucoup plus rapidement. Et les gens, ils aiment passer du temps avec lui. Et les résultats s'en ressentent. Les résultats sont incomparables. Alors, autre clé, et ça c'est très intéressant, l'observation et l'écoute. Ouais. Et vous dites notamment que avant d'agir, observons. Oui. Avant de parler, écoutons. Ouais. Ça fait partie des règles aussi que vous préconisez. Essentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être dans un rythme aussi, et notamment dans l'entreprise ou même à la maison, effréné, qui fait que cette écoute... ou éventuellement ce temps d'observation, il est parfois absent. Moi, ce que j'observe énormément, c'est que sous cette pression qu'on a en entreprise et parfois même pendant un dîner à la maison, c'est qu'on a besoin de se montrer. On a besoin de montrer que ce que je sais, ce que je connais, les discussions vont très très vite, ça peut fuser d'une idée à l'autre. Et quelqu'un qui est trop en retrait, qui observe trop, qui ne va pas dire beaucoup de choses, ne va pas être écouté. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et je pense que là, autour d'une table, si quelqu'un a cette intelligence relationnelle, il va inviter quelqu'un qui est dans l'observation, peut dire « Qu'est-ce que tu penses ?» Et là, tout de suite, silence, et on va l'écouter. Parfois, ça ne va pas durer très longtemps, parce qu'après, il y a d'autres qui vont tout de suite sauter sur l'occasion pour donner leur opinion. Mais une intelligence relationnelle, pour moi, c'est ça. Et souvent, d'ailleurs, c'est intéressant, quelqu'un qui a observé, il a des réflexions pertinentes. Parce que quelqu'un qui observe, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire. Au contraire, il a déjà tellement analysé l'environnement qu'ensuite, il va probablement arriver avec une telle bonne anecdote ou avec un tel exemple pertinent que tout le monde va dire « Ah ouais, c'est génial ». Mais à l'inverse, quelqu'un qui est très spontané, c'est peut-être quelqu'un qui manque de retenue et donc d'observation ? Alors, en tout cas, quelqu'un qui est très, très spontané, il risque d'avoir peut-être moins d'empathie. Parce qu'il n'aura pas eu le temps, ou pas pris le temps, de passer déjà par l'étape 1, qui est l'observation, et l'étape 2, qui est le questionnement. Le questionnement qui rentre dans le scope de l'écoute. Parce que pour écouter, il faut déjà que je questionne, et des questions ouvertes pour apprendre des choses. Donc, j'écoute de nouveau de ce que l'autre va me dire. Et uniquement en étape 3, je peux dire des choses, même mieux encore, je reformule pour être sûr que ce que j'ai dit est bien compris. Parce que parfois, on a mal interprété des choses. Et je dis, tu peux me redire, est-ce que c'est vraiment ça ce que tu voulais dire? Tu peux le répéter d'une autre manière? Est-ce que j'ai bien interprété ça Oui. Et là, je peux arriver avec mon idée. Ça, c'est le plus difficile, vous voyez. C'est extrêmement difficile. Dans chaque circonstance, c'est difficile. à la maison, face à son conjoint, c'est face à ses enfants. On est plus dans la réaction et donc dans le commentaire immédiat qui suit la pertinence de certains propos. Et on n'est pas tout à fait dans ce temps de réflexion. Non. Et d'ailleurs, quand je fais des formations en intelligence relationnelle, je passe beaucoup de temps sur la reformulation parce que c'est vraiment une étape qu'on saute. Souvent. Et pourtant, c'est crucial. Elle n'est pas très difficile à apprendre, mais ça change la donne et ça nous donne les clés pour être sûr que ce que l'autre va avoir dit d'une autre manière certainement que moi, c'est bien compris. Est-ce que ceux qui, quand je vous écoute, je me demande si ceux qui ne sont pas au cœur de l'intelligence relationnelle ou relationnelle tout court, parce qu'il manque parfois d'intelligence, sont les politiques? On me le dit souvent. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que cette technique dont vous venez de parler, là, qui consiste à dire « je reformule la question pour être sûr d'avoir bien compris j'ai le sentiment que c'est une technique d'orateur politique. En tout cas, la reformulation, c'est une compétence extrêmement importante.
parfois, quand j'observe, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que les hommes politiques, il y a des hommes politiques qui sont absolument brillants, d'autres qui le sont beaucoup moins. Je ne veux pas donner des noms, mais en tout cas, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que l'intelligence relationnelle est à un niveau assez faible. Pour preuve, je pense aujourd'hui, l'obsession, c'est déjà l'ego. C'est de pouvoir défendre ses propres propos pour être relu, au lieu d'être plutôt vraiment sérieusement au service des autres, hein, au service d'une nation, au service d'une communauté, au service d'une ville. Et ça nécessite de l'humilité, ça nécessite une sincérité, et c'est tout l'opposé de ce que j'appelle cette fierté authentique, hein, qui est pour moi essentielle pour pouvoir connecter avec l'autre. Ça veut dire que j'agis avec mes valeurs, mais des valeurs qui sont aussi partagées avec les autres comme une famille. Mais si je suis dans une fierté, ce qu'on appelle hubristique, ça veut dire que je mets moi en avant de tout, c'est ça. Je crée des tensions et je crée des guerres. Alors effectivement, nous avons quelques politiques comme ça, très clairement. Mais pas qu'en France. Et chez vous, c'est ce que j'allais dire. Et chez vous et chez nous, hein, c'est très clair. Autre clé que vous préconisez dans les 30 clés d'or pour justement ce leadership gagnant, encore une fois, que ce soit pour les professionnels ou à la maison, parce qu'il y a parfois des discussions à la maison qui sont extrêmement houleuses, des discussions qui ne se passent pas nécessairement bien, alors qu'on pourrait très bien reprendre certains codes que vous préconisez pour ensuite améliorer cette relation. Vous parlez de la confiance. Oui. Ça aussi, alors ça, évidemment. Et en même temps, dans ce que vous dites entre l'empathie, l'observation, l'écoute, la confiance, c'est du bon sens. Alors, c'est ce que j'appelle cette intuition, hein, l'intuition du bon sens. Mais si ça reste uniquement le bon sens et l'intuition, je ne peux pas, de manière très rapide, dans ces fameuses 30 secondes, l'utiliser de manière juste face à quelqu'un qui est probablement très, très différent de moi. Alors, vous avez parlé de la confiance. La confiance, elle est extrêmement complexe. Il a déjà la confiance en moi-même. Donc, confiance de soi. Il y a beaucoup de femmes qui manquent de confiance en elles, qui n'osent pas aller, par exemple, faire une conférence que j'adore faire. C'est quelque chose, c'est mon terrain de jeu. Mais probablement, si on regarde en tout cas les statistiques, 75% des femmes, des conférenciers, même plus, hein, c'est 85% c'est des hommes, très très peu de femmes. Et beaucoup de femmes que j'ai dans mon public viennent me voir après une conférence qui me disent « J'aurais jamais osé faire ce que vous avez fait. J'aurais jamais osé parler comme ça. Vous êtes hyper confiante. » Et je me dis oui, parce que je crois en ce que je partage et j'ai envie de le partager. Alors effectivement, il y a cette confiance en soi. Mais après, ce qui est très important aussi, c'est la confiance des autres. La confiance que les autres m'apportent pour pouvoir avancer, notamment pour réaliser peut-être un grand objectif dans sa vie, ou peut-être même réaliser un rêve. Et là, je parle, d'ailleurs j'ai fait un TED Talk sur ce sujet, je vais à la rencontre des autres personnes qui peuvent m'apporter une confiance ou pas. Parce que pas tout le monde est bon à rencontrer quand on cherche une solution par quelqu'un qui peut nous faire confiance. Et vous parlez notamment des 3 piliers de la confiance. Alors, avec notamment la crédibilité, la fiabilité et l'intention positive. Exactement. Ça, ce sont les 3 piliers essentiels pour parler de cette thématique de la confiance. C'est ça. Ce sont les 3 piliers qu'on peut d'ailleurs retrouver dans les rencontres avec quelqu'un. Et ce qui était très intéressant, à une période où je cherchais notamment à apprendre comment est-ce que je crée une entreprise, je ne l'avais jamais fait, et je suis allée à la rencontre de la confiance des autres. Et ce que j'ai rencontré, c'était tout d'abord des personnes qui sont des guides, que je les ai appelés les guides nuisibles. Ce sont en fait des personnes qui veulent plutôt pas nous aider, parce qu'ils sont jaloux, ou ils ne veulent pas nous faire avancer. Ce ne sont pas des guides, alors donc pas des guides. C'est pour ça que je les ai appelés les nuisibles. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont les guides gentils, qui sont nos parents, les amis, notre entourage. Qui sont censés, en tout cas, qui nous aiment. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous font confiance, naturellement.
Ils veulent qu'on avance, qu'on réussisse, mais ce n'est pas eux forcément qui ont toujours les meilleurs, les bons contacts avec notre entourage qui nous font avancer. Puis il a des guides aussi, des guides accordés, qui sont ceux qui ont beaucoup de réseaux, qui peuvent nous aider, qui ont beaucoup de compétences, mais ils ont souvent peu de temps. Et après, il a des guides Sherpas. Et les guides Sherpas, ce sont ceux qui à la fois ont une générosité incroyable et ils nous font confiance. Souvent des personnes qui sont aussi à la retraite, qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont des mentors, qui deviennent des mentors dans une vie. Et je pense aujourd'hui, ce sont eux qui ont la plus grande intelligence relationnelle parce qu'ils ont envie d'aider. Ils ont envie de nous tirer vers le haut d'un sommet où on n'est pas encore, en partageant avec nous leurs compétences, leur savoir-faire, leur réseau. Ils ouvrent des portes. Et je souhaite à chacun d'avoir au moins un de ces Sherpas guides dans sa vie pour réaliser les rêves. Vous en avez un? Alors, j'ai rencontré plusieurs, pas des tonnes, mais plusieurs. Par exemple, j'ai rencontré un de mes professeurs à l'ESSEC à l'époque qui m'avait dit... Michaela, vous avez une capacité pédagogique extraordinaire. Est-ce que vous ne voulez pas prendre 2 heures de cours et enseigner? J'avais jamais enseigné dans ma vie. Et j'ai pris un tel plaisir que de 2 heures sont devenues 4 heures, 6 heures, 20 heures, 50 heures. Donc c'est lui qui m'a tiré vers le haut sur toute la partie académique. C'est lui qui m'a dit d'ailleurs, et Michaela, et si tu fais maintenant une thèse doctorale pour valider tout ça? Toutes tes observations en tant que directrice générale chez Estée Lauder, par exemple. Tu as managé de telles grosses équipes dans des situations les plus conflictuelles, dans des crises, dans des fusions, dans des acquisitions, dans des transformations. Fais une thèse doctorale là-dessus. C'est lui qui a fait. Donc, c'était un de mes Sherpas. Justement, je voudrais revenir un instant. C'est toujours intéressant de voir un petit peu d'où vous venez. Parce que on a fait les grandes lignes, évidemment, de votre CV, mais l'art oratoire que vous avez et le plaisir que vous prenez à communiquer et à transmettre tel que vous le faites là et à enseigner, est-ce que ce n'est pas avant tout, pour être au cœur de l'intelligence relationnelle, une question d'éducation? Est-ce que ce n'est pas dû avant tout à votre éducation? Alors, éducation et l'art oratoire, c'est lié directement. Et d'ailleurs, moi, j'ai aussi mon explication pourquoi aujourd'hui, autant de femmes ont peur de le faire. Quand je regarde... Moi, jeune, on m'a jamais dit, Michaela, t'as rien à dire. On m'a jamais dit, c'est pas juste ce que tu racontes, ou t'es encore jeune, donc... ne fais pas de vagues, voilà, reste dans ton coin. Retire-toi, pour l'instant, laisse-nous parler avec beaucoup d'autorité, et toi, mets-toi en retrait. Non, pas du tout. Au contraire, mon père, il m'a toujours encouragée, alors, qu'est-ce que tu penses? Pourtant, j'étais jeune. Donc, en fait, il m'a déjà donné une confiance que mon opinion compte, que j'ai quelque chose à dire, évidemment, avec mon avis peut-être dans l'enfant à l'époque. Et donc, aujourd'hui, face à ma fille, je fais pareil. Elle a 10 ans aujourd'hui, donc jamais je lui dirai « t'as rien à dire ». Au contraire, je dis « qu'est-ce que tu penses ?» Donne un exemple. Et quand il a des copines à table, je dis « alors ». Dites-nous, voilà, comment est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est absolument génial. Donc, du coup, on discute. Et parfois, on me dit, on ne m'a jamais posé cette question-là. Je dis, oui, c'est hyper intéressant que tu racontes. Et donne un exemple. En fait, tout ça, on peut déjà éduquer un enfant à pas uniquement dire, oui, c'est bien. Point. Est-ce que c'est pas ça? De dire, c'est bien parce que. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pas ça la première règle? C'est une des règles. C'est une des règles, en tout cas. Parce que vous vous rendez compte, vous avez été éduqué comme ça, donc vous grandissez avec ce modèle-là, oui. Ce qui facilite considérablement votre épanouissement, l'art oratoire que vous utilisez aujourd'hui, et qui va par voie de conséquence influencer votre fille. Oui. C'est vrai que, clairement, de toute façon, tout ce qu'on fait pendant l'éducation nous forme tellement à vie qu'on peut casser pendant cette période. C'est clair. Et on peut construire pendant cette période. On peut gagner, on peut inculquer en quelqu'un de la confiance et on peut aussi enseigner la méfiance. Donc voilà, ça c'est un appel à tous ceux qui sont parents. Vraiment, faites confiance à vos enfants
et aussi montrer-leur qu'ils ont une vraie valeur ajoutée, qu'ils ont déjà des talents, de dénicher ces talents-là pour les valoriser, pour leur donner la pléthore de possibilités de les exercer et plus tard en entreprise. Et c'est ça ce que j'ai essayé de faire aussi avec mes collaborateurs. Quand j'ai détecté des talents qui sont parfois complètement cachés, de les mettre en valeur et de les partager, même si c'est en dehors du scope très professionnel. C'est toujours difficile de faire son autoportrait. Qu'est-ce que les collaborateurs, et notamment avec les plus grandes enseignes de luxe ou de cosmétiques dans lesquelles vous avez travaillé, pensent de vous? Est-ce que vous avez ce recul-là? Alors, première chose qui sort, et ça c'est quelque chose que j'entends plus facilement maintenant, comme je suis orateur et quand j'interviens après une convention d'une marque, d'une maison luxe ou pas de luxe d'ailleurs, elle me dit « mais vous avez une énergie incroyable !» Donc c'est l'énergie qui est, je pense, la première chose qui sort et où me dit après, l'énergie, elle nous manque aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été quelqu'un de bien? J'espère. En tout cas, j'ai essayé d'être bien. J'ai essayé d'être juste. Je trouve que ce qui est horrible, c'est quand on a l'impression que quelqu'un est traité d'injustice. Évidemment, on n'est pas non plus un super héros ou super héroïne. On a des failles aussi, mais bien sûr. je pense qu'il était important de respecter l'autre. Et dans le respect, déjà, de la diversité. Moi, en tout cas, j'essaye de respecter les gens dans la différence. On apporte quelque chose qui est qui permet à l'autre de peut-être ne pas le traiter différemment. Ce qui d'ailleurs m'a énormément aidé, c'est mon père m'a amené en voyage très très jeune dans des voyages extrêmes, vraiment extrêmes pour rencontrer des peuples. Des peuples très autochtones. On a passé un mois en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On était à la rencontre des tribus en Irian Jaya, donc en Indonésie, quand ils étaient encore complètement nus, portaient rien. Et j'avais 10-12 ans en arrivant avec l'hélicoptère. Et peut-être on se souvient encore ce film des Bushman, où il y avait une bouteille de coca qui tombe du ciel. Exact. C'était exactement ça, des centaines de Bushman en fait autour c'était pygmées, donc tout petits. Mais en tout cas, toutes ces rencontres de tribus très très différentes dans leur culture, dans leurs habitudes, dans la façon de manger. On m'a invité parfois à manger le cerveau d'un animal. C'était leur rite, c'était leur habitude. Et je l'ai fait parce que je me suis dit, OK, même si c'est très bizarre, dans le respect, je m'adapte. Et je pense, à force de l'avoir appris très, très jeune, d'accepter la différence, ça m'a aidé ensuite à le vivre en entreprise facilement. Entre l'éducation que vous avez eue sur la facilité d'expression au sein même de votre famille, la facilité de dire ce que vous pensez, de donner votre avis, plus le fait que vous ayez été conditionné dans un système d'ouverture. Totale ouverture, voilà, pour apprendre la curiosité. Le résultat, il est là. Ouais. Pour moi, d'ailleurs, la curiosité, c'est un mot extrêmement important. C'est aussi une condition pour s'intéresser à l'autre. Si je suis curieux, je pose les bonnes questions, je vois les différences, j'accepte, je tolère. Et cette curiosité, je l'ai appris à travers beaucoup de voyages. Et l'autre clé parmi les 30 qui corrobore très très bien ce que vous dites, on peut le résumer en un mot, c'est la passion. Oui. Vous parlez de la passion, le pouvoir de la passion, oui. notamment, avec la passion que vous dites comme c'est une force motrice de l'intelligence relationnelle. Vous êtes habité par ça. Et si vous avez cette passion, vous avez cette énergie. Ouais. Si vous avez cette énergie, elle est donc communicative. C'est ça. Et le fait qu'elle soit communicative, vous rayonnez. Ouais. Et ça, c'est très fort. C'est ça. Et quand on rayonne, on donne. Et oui. Les autres, ils prennent. Et même si parfois un séminaire peut durer 6 heures, 8 heures, ça m'arrive, de matin à 8 heures jusqu'au soir. Et on me dit, mais c'est fou, tu as encore la même énergie? J'ai dit oui, parce que vous m'avez donné beaucoup. Donc, moi, je le prends, je donne. C'est un échange, en fait. C'est du win-win. Donc, c'est vraiment cette spirale de l'énergie positive qui, au final, emmène tout le monde vers le haut.
Et c'est vraiment, pour moi, c'est une source de me nourrir. Mais après, j'invite tout le monde à avoir aussi sa propre source pour se nourrir. Et c'est pas forcément toujours en entreprise. C'est vrai que c'est idéal, hein, si on a cette source d'énergie qui nous donne cette passion en entreprise. Mais si on l'a pas, ou pas tout le temps, le trouver ailleurs, dans une activité sportive, dans une activité musicale, dans la culture, dans le culinaire, dans la lecture, ça nous donne une telle énergie qui nous permet de le tenir sur l'eau pour des moments où on est sous l'eau. Non seulement vous avez raison, et je déplore, moi, à titre personnel, le fait qu'on puisse discuter aujourd'hui avec des ados qui ont 14-15 ans et qui ne parlent pas de passion. Et qui n'ont pas de passion, et qui ne sont pas chevillés au corps comme ça en se disant « moi je rêve de faire ça parce que ma passion c'est ça ». Il y en a plein des jeunes. À 15 ans, j'aurais payé pour faire ce que je fais là aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on est habité par ce qu'on fait et on est extrêmement passionné par ce qu'on fait. Je trouve incroyable qu'on ait une jeunesse qui parfois est complètement en errance comme ça et préfère aller être sur TikTok que de se passionner pour quelque chose. Et là, je reviens vers les parents. Et évidemment. Parce que je suis vraiment convaincue que si on est modèle, si on est modèle et on vit ses passions, régulièrement, on fait du sport, régulièrement, je fais de la natation, course à pied, de vélo, quelle que soit mon activité, et j'ai des enfants de 14 ans qui me voient exercer ça, je montre comment il faut ne pas être justement derrière l'écran ou tout le temps sur la console en train de jouer. Moi, je les déplore énormément et franchement, je dis juste... sortez, quoi. Sortez et faites des activités, bougez-vous. Bien sûr. Voilà. Autre clé aussi, et qui est aussi la résultante de ce que vous disiez entre la passion et l'énergie, vous parlez de la fierté. Le pouvoir de la fierté, qui fait partie, bien sûr, de l'intelligence relationnelle. Mais vous rajoutez un mot que je trouve étonnant, vous dites la fierté authentique. Oui. Ça veut dire qu'il y a une fierté on peut avoir de la fierté pas authentique ? Oui. Donc, cette fierté hubristique que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est cette fierté par ego qui montre, moi, je suis la meilleure, je suis la plus belle, je suis la plus forte, j'arrive toujours en premier, tout ça, forcément. Niet, hein. Ça casse les relations. Or, il y a une autre façon de créer cette fierté qui renforce nos relations et que je décris dans le livre, Le pouvoir de l'intelligence relationnelle. C'est cette fierté authentique. Et qui est nourrie par les valeurs déjà, nos propres valeurs qui nous sont chères, et après les valeurs des autres. Si je suis dans une communauté, par exemple une entreprise définit ses valeurs corporate en général, que pas tout le monde connaît, mais en général on les définit. Donc idéalement, il faut les montrer, il faut les afficher, il faut aussi créer des actions derrière. Et après, je recrute des personnes et je regarde, est-ce que cette personne-là peut avoir les mêmes valeurs ? Est-ce que ces valeurs sont compatibles ? Donc, quelqu'un qui est, par exemple, en ressources humaines, qui cherche à recruter quelqu'un, ou si vous êtes en train de postuler auprès d'une entreprise et on rentre dans une entreprise, un exercice extrêmement important à faire, c'est de regarder quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs de l'entreprise auprès de laquelle je postule, pour regarder est-ce que je suis déjà bien dans ce cocon ou pas. Et la fierté authentique, c'est ça. C'est un dirigeant, par exemple, qui crée cette osmose d'appartenance à son entreprise à travers les valeurs partagées. Fierté authentique. C'est ça. Vous le dites, c'est la récompense émotionnelle de l'engagement sincère qui est renforcée par cette loyauté. Mais en tout cas, c'est toujours, quand on parle de fierté authentique, c'est une fierté collégiale. C'est collégial. C'est collégial. Par exemple, j'ai réussi à faire quelque chose en famille, on le célèbre. Par exemple, quelqu'un a fait son bac. Fierté authentique, ça serait que on va tous ensemble dîner ensemble pour célébrer ce moment. Et les réussites dans notre vie, on en a parfois des toutes petites réussites et ça coûte pas très cher. Mais de valoriser de l'autre, de célébrer l'autre, de magnifier ça, au lieu de juste le faire comme, c'est un fait accompli, voire le critiquer avec jalousie pour dire, ouais, dommage.
Et là, ça nécessite... On a tous vécu des situations comme ça. Exactement. Ouais. Et ça nécessite, je pense, cette intelligence relationnelle, c'est de dire, même si quelqu'un d'autre a réussi quelque chose qu'on aimerait tellement aussi réussir, donc on tombe un peu dans ce côté, ah mince, elle a réussi, moi non. Jalousie, là, la vraie hauteur, la vraie intelligence relationnelle, c'est de dire bravo, félicitations, génial, mais ça t'empêche pas de l'essayer aussi. Et que l'on enchaîne avec la gratitude. Exactement. Parce que ça fait partie de la gratitude, vous en parlez. Exact. Et vous dites c'est l'émotion la plus puissante, là aussi, dans l'intelligence relationnelle. Alors, c'est surtout l'émotion qui rend les gens les plus heureux. Pourquoi ? Parce que déjà, et ça d'ailleurs scientifiquement parlant, c'est prouvé, si je dis sincèrement merci, pas uniquement une fois, mais quand même avec une certaine régularité, de manière sincère, je pense vraiment, de dire merci à quelqu'un, ça va libérer des hormones, comme par exemple l'oxytocine, qui va créer des liens avec l'autre. Et la dopamine pour qu'on se sent heureux. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça nous facilite après, déjà cette émission est autour du bien-être, autour de la santé aussi mentale. Quelqu'un qui pratique régulièrement le merci, sincère, il va être mieux dans sa peau. Il va mieux dormir d'ailleurs aussi. La gratitude, c'est le merci ? La gratitude, c'est beaucoup le merci. C'est aussi la façon d'agir d'une manière pour que l'autre va ensuite dire merci. Donc en fait, la gratitude, c'est dans les deux sens, c'est réciproque. Et d'ailleurs, la gratitude en définition dans la psychologie positive, c'est une émotion qui est évoquée quand on reçoit des précieux avantages, mais inattendus. Ça veut dire que ça arrive un peu par surprise. Donc, si je dépasse un peu le cadre habituel, c'est là où j'ai plus tendance à recevoir le merci de la part de quelqu'un. C'est vraiment intéressant, le pouvoir de l'intelligence relationnelle. Je voudrais qu'on termine, Michaela, il y a tellement de choses, il y en a 30 en tout cas, mais il y a plein d'exemples, il y a plein d'exercices, il y a plein de QR codes à l'intérieur. Je voudrais qu'on termine sur un chapitre que vous évoquez, enfin plusieurs clés que vous évoquez sur la thématique unique de l'IA. Oui. On est au cœur de l'IA, évidemment. Elle est omniprésente dans nos façons de fonctionner. Personnel, privé, personnel, exactement. Et professionnel. quand on parle, évidemment, d'intelligence relationnelle, on parle d'humain à humain. Oui. On parle avec le cœur, on parle avec les tripes, on parle avec le mindset, etc., etc. Et il y a l'IA. Comment se positionne l'IA dans cette dimension d'intelligence relationnelle ? Alors, figurez-vous, quand j'ai commencé à écrire le livre « Le pouvoir de l'intelligence relationnelle », je n'avais pas prévu d'écrire aussi un chapitre, ou carrément la partie 2 de l'ouvrage, sur la façon dans laquelle l'intelligence artificielle peut nous aider à renforcer l'intelligence relationnelle. Ça paraît presque paradoxal. Exact. Moi, ça me paraissait un peu paradoxal. C'est pour ça que je l'ai écrit. Donc, je suis allée à la rencontre des personnes qui sont vraiment des experts en IA pour les interviewer, comme j'ai fait d'ailleurs aussi pour les 30 règles d'or au début. Et ensuite, j'ai croisé les 30 règles d'or avec tout ce que j'ai appris des experts en IA. Et je me suis rendu compte que l'IA, sous condition qu'elle est utilisée avec éthique, qu'elle est utilisée avec connaissance, et pas uniquement, tiens, je mets rapidement sur ChatGPT, je l'utilise, mais avec formation aussi, de manière quand même orchestrée et contrôlée, elle peut avoir énormément d'atouts pour renforcer des relations humaines. Je donne peut-être un exemple, parce que ça paraît complètement non, mais antinomique. On se dit alors, un cas concret. Si on reste sur la gratitude, qu'on a abordé tout à l'heure, la gratitude, on dit, en tout cas assez souvent, on dit merci quand quelqu'un nous alloue du temps. Quand quelqu'un a pris le temps de m'écouter, de m'expliquer des choses, de clarifier, d'être avec moi, de m'accompagner. Cette disponibilité. Là, j'observe beaucoup, dans la vie privée comme professionnelle, on dit merci. Alors l'IA, elle peut nous aider à gagner quand même du temps sur certaines choses, notamment chronophages, où il fallait faire des rapports, des comptes rendus à ne pas finir, ensuite les mettre en page, ou un dirigeant qui a énormément de... Enfin, en tout cas, moi, je me souviens, quand j'étais dirigeante,
je passais mon temps à analyser des statistiques, à croiser des données pour prendre les décisions valables, regarder dans différentes bases de données, intégrer des rapports des uns et des autres pour pouvoir après avoir un maximum d'informations. Et là, l'intelligence artificielle, elle est très intéressante pour croiser les données, sous condition que les databases sont bien profilées, donc de qualité et juste, pour après, assez rapidement, intégrer une telle quantité de critères que j'aurais jamais pu intégrer moi-même. Donc, du coup, plus rapidement préparer ces données pour pouvoir libérer mon temps pour les collaborateurs. Donc ça, c'est extraordinaire de pouvoir avoir de nouveau le vrai temps de ce que normalement un leader pour moi doit faire, c'est d'être un coach pour ses équipes, d'être là pour eux, d'écouter, pour les faire grandir, pour les former, pour les inspirer. Et là, l'IA peut, si on l'utilise bien, être un soutien. L'automatisation que permet l'IA, qui permet ensuite, par voie de conséquence, de libérer suffisamment de temps pour faire autre chose. C'est ça. Vous parlez effectivement de l'IA qui peut aider à partager les passions, à stimuler la fierté authentique dont on a parlé tout à l'heure et à aider à générer de la gratitude. Ça aide aussi tout à fait. dans cette inspiration-là. C'est vraiment c'est passionnant parce que ça, c'est une petite Bible qui permet, encore une fois, à tous ceux et celles qui se posent des questions. Alors, c'est bien parce que vous avez interviewé, moi j'ai vu, vous avez interviewé des grands noms. Moi, je suis fasciné par les grands noms qui se livrent à l'exercice et qui vous disent maintenant, même s'ils ont revendu leur groupe et s'ils ne sont plus dans le business, ils ont suffisamment le recul sur la vie pour donner suffisamment de conseils. En tout cas, j'ai interviewé beaucoup de dirigeants à la fois dans mon podcast, Luxury Leadership Talk, dans lequel j'ai rencontré beaucoup de dirigeants qui sont des CEO, à la fois dans les univers luxe, premium, mais en tout cas ceux qui, pendant très longtemps déjà, ont dirigé des grosses équipes. Et je pense on peut apprendre beaucoup de ces personnes-là qui sont passées aussi par des hauts, des bas, des difficultés. Et ce qui m'intéresse dans tous ces interviews que j'ai conduits avec eux, c'est quels étaient les points de difficulté, comment est-ce que vous avez réussi à finalement manager une grosse équipe, une marque, et la conduire à travers les temps à réussite. Comment est-ce que vous avez réussi à rendre les collaborateurs heureux qui sont restés? En fait, les gens que j'ai choisis, c'est pas anodin, c'est des personnes que je juge généreux, que je juge aussi des très très bons leaders qui ont la capacité de créer l'intelligence relationnelle auprès de leurs équipes et qui d'ailleurs ont aussi extrêmement bien réussi. Comme vous. Vous êtes fiers de vous aujourd'hui? J'adore ma vie. Je ferai rien différemment, je pense. Et j'espère que je peux encore continuer à être un modèle à la fois pour ma fille, à être un modèle pour mes étudiants qui me voient régulièrement en cours et aussi modèle pour toutes les personnes qui ont peut-être le plaisir de m'avoir un jour en tant que conférencière sur scène, parce que moi, ça m'anime de pouvoir leur donner de nouveau la croyance de leurs relations humaines à une époque qui n'est pas forcément si facile que ça, mais je pense avec une attitude positive et avec cette intelligence relationnelle, on y arrive. Quel âge a votre fille? Elle a 10 ans. 10 ans. Elle est passionnée déjà de quelque chose? Dites-moi oui quand même. Parce que Ah bon? Plusieurs choses. Plusieurs choses. Bon, à chaque fois quand je voyage, je reçois des vidéos de ma fille qui parfois monte sur la table, qui met mes vestes de conférencière, qui prend une bouteille qui parle dans le micro. Donc voilà. Voilà, ça y est, c'est bon. C'est la lignée. Où elle chante, elle adore la chante. Oui, voilà, c'est ça. Alors, à l'art oratoire, ça y en est. Il faut lui faire du théâtre, il faut lui faire des choses comme ça. Elle fait du théâtre, elle fait beaucoup de choses déjà sur scène. Et là, je me dis, je ne l'ai jamais dit, il faut qu'elle fasse ça, mais c'était son choix. Absolument. Et je pense on ne le fait rien par obligation, mais on le fait par... offrir la condition pour pouvoir s'ouvrir et découvrir le monde. Et on ne fait rien par hasard. Si elle est comme ça, c'est sans doute pour une bonne raison. Merci infiniment. C'était passionnant de vous écouter. Je rappelle votre livre aux éditions Duno,
Ça s'appelle Le pouvoir de l'intelligence relationnelle. Il y a 30 règles d'or. Il y a évidemment l'intégralité des podcasts. Vous avez aussi tous les QR codes que vous pouvez écouter, et notamment les voix des dirigeants qui viennent s'exprimer justement sur la manière dont ils instaurent au sein de leur équipe cette intelligence relationnelle. C'est un livre interactif, hein. Ah, c'est sûr. Et c'est très, très bien fait. Merci infiniment. Merci Marc. Prenez soin de vous. Vous allez commenter comme toujours avec bienveillance et puis vous partagez. Et on revient très, très vite pour une autre rencontre. Merci à tous. Bonne journée.